Bonsoir à tous, il est 18 h, lundi 1er février. Merci de nous rejoindre pour le JT dans l'actualité ce soir. L'emploi saisonnier d'hiver, ce sont plus de 100 000 personnes dans notre région, un secteur durement touché par la crise sanitaire et la fermeture des remontées. Une centaine de saisonniers a montré sa colère ce matin à Modane. Les manifestants ont bloqué un temps l'entrée du tunnel du Fréjus. Emmanuel Jaude était sur place. Ils sont fermés depuis fin octobre. Les musées et salles d'exposition, aucune date de réouverture n'est encore prévue. Alors que se passe-t-il derrière les portes closes en cette période si particulière? Marine Schneider est allée à la rencontre des équipes du musée Château d'Annecy. Jour de mobilisation, donc ce lundi en Maurienne, le syndicat Force ouvrière appelait les saisonniers des Alpes du Nord à se mobiliser en coupant la circulation au niveau du tunnel du Fréjus. Un acte symbolique pour attirer l'attention du gouvernement sur la précarité de la main-d'œuvre saisonnière. Un barrage filtrant était organisé toute la matinée et une douzaine de stations étaient représentées. Emmanuel Jaude. Malgré la neige, ils étaient près d'une centaine à s'être rassemblés sur la rampe d'accès du tunnel du Fréjus. Tous saisonniers, des stations d'Isère, de Savoie et de Haute-Savoie, regroupés pour se faire entendre et alerter le gouvernement face à leur situation de plus en plus précaire. Une situation devenue intenable pour de nombreuses professions. Aujourd'hui, nous avons 80% des saisonniers des remontées mécaniques qui, eux, sont au chômage partiel. Par contre, la plus grosse partie donc, des saisonniers, ce n'est pas les remontées mécaniques. C'est les hôtels, les restaurants, les loueurs qui, aujourd'hui, n'ont plus rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été embauchés et donc ils n'ont même pas le chômage partiel. Et je rappelle la mesure qui avait été mise en œuvre par Mme Borg concernant les 900 € sur un certain nombre de conditions. Eh bien, ces conditions sont tellement compliquées, c'est une usine à gaz, très peu d'entre eux vont toucher. Donc on va retrouver des gens qui sont déjà aujourd'hui à RSA et qui, lorsqu'ils vont s'inscrire au chômage après la saison, eh bien, n'auront droit pratiquement à rien. Les manifestants ont donc symboliquement choisi de perturber l'un des axes économiques majeurs de la région. Une action coup de poing mais pourtant menée en parallèle d'un dispositif impressionnant de forces de l'ordre, mobilisés ici afin de prévenir les dérapages, quels qu'ils soient. On ne veut pas d'accident, ce qu'on veut c'est marquer le coup, on l'a marqué, je pense qu'on est nombreux, on bloque, on le voit à Tarlem, il y a beaucoup de camions qui sont bloqués dans les deux sens. C'était en fin de compte ce qu'on voulait, on l'a réussi. Maintenant, ce n'est pas seulement de dire on a réussi. Pour réussir, il faut que ça aille plus loin et qu'on obtienne ce qu'on revendique. Sinon, c'est qu'on n'aura pas été écouté, on sera obligé de remettre ça un peu plus tard. Le but, c'est négocier quelque chose avec le gouvernement qui corresponde à nos attentes. Bien loin de baisser les bras, les représentants du syndicat Force ouvrière restent donc persuadés qu'une ouverture des domaines skiables est envisageable. Tous comptent bien continuer de donner de la voix tant que leurs demandes ne seront pas prises en compte par le gouvernement. Et justement, à la frontière, alors que les contrôles face à la situation sanitaire ont été renforcés avec l'obligation d'un test PCR négatif de moins de 72 heures, et ce, quel que soit le mode de déplacement, l'exception transfrontalière a été reconnue, se félicite le pôle métropolitain genevois. Au-delà des travailleurs frontaliers, les résidents du Grand Genève sont exemptés de présenter ce fameux test pour entrer en France dans un rayon de 30 km autour de leur domicile. En cas de contrôle, il faudra pouvoir fournir une pièce d'identité, une attestation d'employeur et une attestation de domicile. Et puis Covid toujours avec la fermeture de 2 écoles du côté de Val d'Isère. 3 élèves de l'école alimentaire et 1 de l'école maternelle ont été testés positifs au Covid. Les classes resteront fermées jusqu'à vendredi inclus par ailleurs selon le nouveau protocole de l'éducation nationale. Une classe sera désormais fermée lorsqu'un seul cas de variant est détecté. Pour les classes de maternelle, elles seront fermées dès qu'un cas, variant ou non, sera dépisté. La perte des recettes touristiques dépassera les 4 milliards d'euros d'ici la fin des vacances de février et pourrait atteindre jusqu'à 5,8 milliards d'euros en cas de restrictions postérieures. On parlait à l'instant des saisonniers. Bien en visite à Valmorel, le président de la région, Laurent Wauquiez, a rencontré des commerçants, des restaurateurs et d'autres acteurs du monde du ski. Tous sont assez résignés, ils ont fait une croix sur leur saison, mais ils attendent toujours une compensation à la hauteur de leur perte d'activité. Les précisions avec ce reportage signé Victoria Lopez. Saison blanche ou saison noire, à chacun son expression, mais pour tous une même résignation. À Valmorel comme ailleurs, commerçants, restaurateurs, moniteurs de ski, responsables de domaines, personne ne croit plus à une ouverture des remontées. Tous les regards sont désormais tournés vers l'avenir plus lointain. Au même titre que les remontées mécaniques ou que tous les acteurs, les socioprofessionnels de la station, on est tous dans le même bateau et clairement, voilà, on peut comprendre le côté sanitaire, on peut comprendre plein de choses. Mais la façon dont on a été traité et la façon dont on a été mis à l'écart,
et de ne pas pouvoir exercer d'autres métiers, même à minima en respectant certaines règles, nous frustre beaucoup. Après, nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est pouvoir passer l'année, pouvoir repartir l'année prochaine sur des bases solides et que la plupart des acteurs de station soient préservés économiquement parce qu'aujourd'hui, la situation, elle est catastrophique. Si l'espoir de renouer avec un semblant d'activité pour la fin de cette saison semble s'être envolé, ces acteurs de la montagne espèrent désormais des aides conséquentes de la part de l'État. Aujourd'hui, nous n'avons strictement rien de concret en retour. A priori, c'est parti dans une valise en Europe, c'est discuté au niveau de l'Europe sur des jalons qui sont compliqués. On doit taper des plafonds. Le souci, c'est que c'est parti sur l'Europe, sur des principes uniquement sur les vacances de Noël et jour de l'an. Et là, aujourd'hui, le sujet est complètement différent. On parle de la saison entière. Donc, tout ce que l'on espère, c'est que cette valise va revenir au moins avec des principes approuvés par l'Europe. Et ensuite, s'en viendront des discussions nationales pour savoir l'enveloppe de combien elle est. Est-ce que l'enveloppe sera suffisante? Mais en tout cas, on sait d'ores et déjà qu'il y aura des dégâts parmi les adhérents de DSF. Il y aura des exploitants qui ne passeront pas l'année. C'est évident. Même constat du côté des commerçants, restaurateurs ou encore des hôteliers. Beaucoup pourraient mettre la clé sous la porte. Nous, on parle de 150 000 personnes qui potentiellement peuvent perdre leur job, qui peuvent tout perdre, le fruit d'une vie de travail. Donc on ne veut pas laisser faire ça. C'est pas possible. Et il faut qu'on se batte jusqu'au bout pour que les compensations soient à la hauteur. Derrière le danger, c'est qui va racheter nos hôtels familiaux, nos structures, nos restaurants. Des spéculations, des fonds de pension. On va perdre la maîtrise de notre montagne. C'est pas ce qu'on veut. Laurent Wauquiez a poursuivi sa tournée des stations tout au long du week-end, en prévision d'une réunion de crise avec le Premier ministre ce lundi, au cours de laquelle il devait porter les doléances et les besoins des acteurs des sports d'hiver. Notre invité du jour, la couverture en dit long, sac de secours sur le dos au cœur de la montagne. Le docteur Vincent Lecarme est médecin, était médecin Haute-Maurienne pendant plus de 30 ans et il publie ce mois-ci Sentier de vie, récit d'un médecin de montagne aux éditions Glénat. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous vous êtes installé à Valseny-Lens-le-Villard en 1982. Pourquoi ce choix qui n'était pas sans doute celui de la facilité? Vous êtes originaire de Grenoble. Oui, je connaissais la station déjà parce que je venais, quand j'étais adolescent, faire du ski avec des cousins. Et puis, j'ai commencé à exercer à Grenoble, mais je n'ai pas aimé l'exercice en ville. Je voulais plutôt être en nature, en montagne, pour être un petit peu isolé et me prendre en charge et prendre en charge mes patients. En tout cas, je voulais essayer et ça a fonctionné. Alors, médecin de montagne, vous dites, c'est être disponible pour les petits riens comme pour le pire. Ça s'est résumé à ça, si je puis dire, vos plus de 30 ans en Haute-Maurienne? Ça se résume à tout, c'est-à-dire qu'on peut tout voir. Du fait de l'isolement géographique, on peut tout voir. On peut voir la médecine générale habituelle que voient mes confrères de ville ou de plaine, mais en plus, on voit des urgences qui sont fréquentes, les urgences liées à la station, au ski, le traumatisme, et puis les urgences vitales, un accouchement, un infarctus, un œdème du poumon, voilà. On peut voir vraiment tout. Alors ces moments-là, vous les racontez dans votre livre, alors quelques-uns parce que je suppose que vous n'avez pas pu résumer toutes vos années d'exercice. Vous avez rangés par catégorie, je puis dire. Donc il y a sur les routes, il y a les bonnes nouvelles avec les accouchements, il y a vos premières fois, vous racontez pas mal de choses. Pourquoi avoir eu ce besoin d'écrire sur votre quotidien et assez rapidement en plus ? Parce que d'abord, j'aimais bien écrire. C'est un moyen d'expression que j'aime bien. Et puis, je trouvais que j'étais témoin de tellement de belles choses, de choses que beaucoup de gens n'imaginent pas ou ne connaissent pas, que je voulais faire partager. Déjà à mes enfants, à ma famille. Et puis, je voulais aussi remercier les gens de la vallée, les patients qui m'ont fait confiance. Et puis, cette belle vallée que je voulais l'expliquer. Je voulais expliquer aussi à mes collègues de ville que l'exercice de médecin de montagne est un exercice très particulier, mais passionnant. Vous avez vraiment écrit tout au long de vos années d'exercice, que je suppose que les journées étaient déjà bien remplies? Oui, alors j'écrivais quand j'avais un petit moment tranquille, c'est-à-dire rarement. Par exemple, la nuit, quand j'attendais des patients qui venaient d'un village plus haut ou plus bas, des fois ça demandait 1 heure ou 2 heures parce que les gens se perdaient un petit peu, il y avait de la neige. Donc là, je prenais des petits moments, voilà. Alors la
La difficulté, mais aussi la richesse certainement des médecins de montagne. Vous dites, on vit parmi et avec les personnes que l'on soigne. C'est un choix de vie qui transcende, qui épuise aussi parfois. Les patients avaient votre numéro de téléphone personnel. Comment on vit une vie comme celle-ci? Je l'ai vécu parce que je l'aimais. C'est vrai que c'est un exercice qui est difficile, il y a beaucoup de responsabilités, mais j'avais tellement de passion à le faire. Et puis, effectivement, de vivre un peu avec ses patients, c'est quelque chose assez particulier, assez rare. C'est-à-dire que les gens que je soigne, je les rencontre dans la rue. Quand on intervenait avec les pompiers, quand c'était en intersaison, on connaissait les personnes chez qui on intervenait, et les personnes nous connaissaient, donc étaient rassurées. Et puis, il y avait toute la population touristique qu'on apprenait à connaître, qui était différente, qui nous apportait beaucoup de choses. Alors là, on voit quelques images pendant que vous parlez des médecins de montagne que j'ai rencontrés il y a quelques jours, puisqu'ils sont confrontés, comme tous les acteurs de la montagne, à la fermeture des remontées. Et ils parlent de l'importance d'avoir des médecins de montagne dans les stations. Vous avez notamment un rôle d'urgence en premier recours. Qu'est-ce que vous pourriez dire à de jeunes médecins ? Ceux qui exercent dans ma suite, ils connaissent bien ça parce que l'une d'elles est responsable de médecin de station. Donc, elle est bien au fait de ces problèmes-là. Et puis, on a énormément de traumatologie. Et l'hiver, on aide à un fonctionnement de la station. Une station sans médecin, avec le plateau technique et la compétence, ne peut pas fonctionner. C'est trop complexe, c'est trop coûteux. Mais l'exercice est splendide. Mais effectivement, vous parliez du numéro de téléphone que je laissais. Ça ne se fait plus maintenant. Les choses ont changé. Mes collègues sont disponibles, mais sont disponibles par le 15. C'est une façon différente de faire, mais c'est une façon qui se respecte aussi. Vous avez parlé de chaos émotionnel pour votre dernier jour, celui où vous retirez votre plaque. Ce livre, il a aussi vocation à guérir ce chaos émotionnel-là? Oui, puis à faire un peu une conclusion. Mais le chaos émotionnel était nécessaire et obligatoire. C'est une coupure, c'est une porte qu'on referme, mais avec tellement de choses dans la tête et dans le cœur que finalement, c'est pas si difficile que ça. Eh ben, merci beaucoup, docteur Lecarme, d'avoir partagé ce livre et votre témoignage. Donc, je rappelle, Sentier de vie, récit d'un médecin de montagne, c'est aux éditions Glénat. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. Le service départemental d'incendie et de secours de Haute-Savoie et le dispositif Le Bon Samaritain ont décidé de s'unir par le biais d'une convention. La Haute-Savoie devient ainsi le 53e département de France à officiellement utiliser l'application Staying Alive. Elle permet notamment de localiser les défibrillateurs dans une ville. Les pompiers pourront aussi plus facilement localiser ces fameux bons samaritains à proximité des personnes en arrêt cardiaque lorsque l'alerte sera donnée. Je vous propose d'écouter Laurent Istria, le responsable du développement du Bon Samaritain, au micro de Sébastien Germain. Les secours mettent en moyenne 10 minutes pour arriver sur place. On perd 10% de chance de survie chaque minute qui passe. Donc au bout de 10 minutes, en cas d'arrêt cardiaque, virtuellement on est mort et factuellement on l'est d'ailleurs aussi. Donc il est bon d'agir vite, plutôt dans les 4 premières minutes. Et pour cela, nous mobilisons donc des personnes formées aux gestes de premier secours, les bons samaritains, qui téléchargent l'application Staying Alive, qui s'inscrivent via cette application, qui nous donne un certain nombre de coordonnées, un diplôme, une attestation prouvant effectivement qu'ils sont capables d'effectuer les gestes de premier secours. Et une fois cela réalisé, au cas où un témoin appelle un service de secours, donc ici les pompiers, l'opérateur va pouvoir appuyer sur le bouton, déclencher les bons samaritains autour de la victime, qui pourront être envoyés dans un premier temps vers la victime pour la masser, et s'il y a un deuxième bon samaritain, vers un défibrillateur, grâce à notre base de données de défibrillateurs qui en compte à peu près 90 000 aujourd'hui en France. Le taux de survie à l'arrêt cardiaque est mauvais. On n'est pas bon en France. On est en dessous de 10%. Vous entendrez 5, 6, 7, 8. On n'a pas les chiffres exacts. À Lugano, en Suisse, il y a un défibrillateur à chaque coin de rue. Tous les policiers sont équipés. 60% de la population est formée. Plus de 40% de taux de survie. Donc vous voyez qu'on a quand même un gap relativement important. Moi, les remontées de terrain que j'ai, avec des témoignages de personnes qui m'envoient des emails ou qui m'appellent, en me disant j'ai été déclenché, je suis allé vers une victime, j'ai massé la victime est repartie vivante. Je dirais en ce moment probablement autour de 1 par semaine, mais c'est vraiment du doigt mouillé, mais c'est probablement assez proche de la réalité. On voudrait en sauver 20 000 par an.
Et puisque l'on parle secours, sachez que 80% des pompiers en France sont des pompiers volontaires, c'est-à-dire qu'en plus de leur travail ou de leurs études, ils donnent de leur temps pour aider la population. Une campagne de recrutement est en cours en Haute-Savoie. Il faut être âgé de 25 à 40 ans. Le département de Haute-Savoie choisit de nouveau Vinci Aéroport pour la gestion de l'aérodrome d'Annecy pour une durée de 15 ans. La concession devrait prendre effet le 1er mai prochain. Une décision prise déjà, vous en souvenez peut-être, au mois de novembre dernier, mais qui avait été partiellement annulée par le tribunal administratif de Grenoble le 8 décembre. Une nouvelle analyse a eu lieu des 3 offres finales, indique le département, et c'est finalement le choix de Vinci qui a été conforté. Le secteur de la culture, je vous le disais en titre, est lourdement impacté par la crise sanitaire. Depuis le 29 octobre, les salles de spectacle et les musées gardent leurs portes closes, mais ils ne sont pas inactifs pour autant. Création d'expositions, entretien des œuvres, inventaire. Ils se sont même mis au vlog sur les réseaux sociaux. Vous allez le voir, les agents du musée sont pleins de ressources. Marine Schneider vous emmène dans les coulisses du musée du Château d'Annecy. Ces sculptures sont à leur place, prêtes à nourrir la curiosité des spectateurs. Mais pour le moment, c'est sur les réseaux sociaux qu'elles devront officier. Comme bien d'autres expositions, ces piétas sont le fruit de nombreuses années de recherche. Et pour éviter de gâcher ces années de collecte, le musée s'est mis à tourner des vlogs culturels. Même si ça n'a rien à voir, on est bien d'accord sur une visite en vrai avec le contact avec l'œuvre, c'est quand même une façon pour nos visiteurs et tout le monde de voir un petit peu ce dont ils retournent. Nous aussi, ça nous fait du bien de partager parce que c'est vraiment le moteur de notre travail, c'est de montrer. Donc là, on peut enfin montrer d'une certaine façon et c'est déjà ça. Une façon de faire vivre la culture en distanciel, c'est un moindre mal pour l'équipe du musée, même si elle conçoit que pour les visiteurs, le rapport aux œuvres est bien différent. On programme, on conçoit, mais on ne sait pas quand on présentera face au public. C'est une nouvelle donne qu'on ne connaissait pas avant, mais on doit réfléchir en ce sens pour ne pas finalement jeter purement et simplement un projet alors qu'il a demandé énormément de temps et de financement de la part d'une ville. Il faut qu'on travaille sur des projets qui verront le jour une fois qu'on pourra réouvrir. Donc on déplace nos projets actuels. On ne supporte pas l'idée d'annuler complètement un projet qui a demandé souvent des années de travail en amont. Dans l'espoir d'une prochaine réouverture, le musée prépare ses expositions de printemps. Yvan fabrique les cadres des dessins de Michel Oslo, le créateur de Kirikou, qui devront être installés en juin prochain. On travaille sur plusieurs films de Michel Oslo, Azur Azmar, Kirikou, Dibini. Et il y a près de 400 dessins, un peu plus de 400 dessins, répartis dans plus de 200 cadres. Donc il y aura de quoi voir, je pense, pour le public. En attendant que des visites physiques soient possibles, vous pouvez découvrir les expositions du musée sur les réseaux sociaux. Une nouvelle vidéo est proposée chaque semaine et l'accès est gratuit. En ski alpin, le Kandar a tenu toutes ses promesses ce week-end au programme des réjouissances. 2 slaloms disputés, un le samedi, un autre le dimanche. Souvent placé mais jamais vainqueur cette saison, Clément Noël a signé sa 7e victoire en Coupe du Monde ce samedi en s'imposant pour la 2e année consécutive sur la Verte des Ouches. Le dimanche, pour la 2e course, le skieur de Val d'Isère va en revanche connaître une grosse désillusion avec une non-qualification en seconde manche. Le slalom est lui remporté par le Norvégien Henrik Kristoffersen. On notera la très belle 4e place de Victor Muffet-Jandet. De son côté, Alexis Pinturo continue d'engranger des points précieux pour le Gros Globe avec 2 8e places. On écoute Clément Noël au micro de FFS TV. Entre les deux manches, j'avais un tout petit peu d'appréhension par rapport à comment allait être la piste. En partant plus loin, du coup, je savais qu'il allait y avoir des rails. J'ai eu du mal, des fois à l'entraînement ou même cette année sur des courses, à m'adapter à ces rails, à cette neige un peu plus molle. Donc j'ai été un tout petit peu stressé au départ de la 2e manche, l'attente était un peu longue, etc. Et puis bon, il pleut des cordes et tout, c'est pas on n'est pas tranquille au départ au soleil en train d'attendre comme l'année dernière, ça pouvait être le cas. Et après, par contre, je suis vraiment content de la 2e manche, de la manière dont je l'ai abordée, de la manière dont j'ai skié. J'ai pas eu du mal avec les trous, j'ai fait quelques petites fautes, mais c'est parce que c'était difficile aussi. Et du coup, très bien. C'est important de gagner à la maison, même si c'est pas une journée parfaite comme ça a pu l'être l'année dernière avec tout le public, avec la journée ensoleillée, etc. Là, forcément, c'est un peu plus triste, mais par contre, ça reste une victoire en France et donc c'est très bien. Et c'est sûr que ma forme est plutôt ascendante, entre guillemets, et c'est plutôt de bon augure aussi pour les mondiaux, même si je pense pas à ça maintenant.
Pour le moment, elle est toujours programmée. La Pyramide 2021 aura bien lieu. L'édition 2020 avait dû être annulée, mais pour sa 35e édition, la célèbre course de ski alpinisme d'Arèche-Beaufort aura un format inédit. Au lieu des 4 jours habituels, l'épreuve se déroulera sur une seule journée, le 12 mars prochain et à huis clos. Sébastien Blanc, le président du comité d'organisation, nous en détaille les contours. Sébastien Germain l'a contacté ce lundi après-midi en visio. Oui, alors on a travaillé avec le protocole Covid sur ce qu'on pouvait faire, ne pas faire, et c'est avéré que c'était assez compliqué sur 4 jours de faire en sorte que les différents acteurs, c'est-à-dire les bénévoles, les chronométreurs, la presse, les coureurs, ne se mélangent pas. Ça allait être très compliqué, donc on est parti sur une autre option, c'était de faire une course sur une journée, ce qui permettait d'être beaucoup plus sûr d'avoir tous ces acteurs sur la course. Après, on s'est rendu compte aussi que tout ce qui était lié au grand public, on n'avait pas le droit, on pouvait organiser des choses, des courses que pour les sportifs de haut niveau. Donc malheureusement, on a été obligé de faire que le championnat du monde longue distance avec l'ISMF et la grande course, donc qui représente une 40aine d'équipes, l'élite, sur le circuit Coupe du Monde et les championnats du monde. Et on va aussi, je pense, faire la Coupe de France Jeunes, pour permettre aux jeunes de faire un peu plus de courses, puisqu'on s'aperçoit dans les actualités que beaucoup de compétitions grand public sont annulées. On espère avoir tous les meilleurs pour le championnat du monde. Alors, ce seront des inscriptions qui seront réalisées par les fédérations, donc on ne pourra pas faire d'équipes mixtes pays. On sera obligé d'avoir des équipes de France, d'Italie, d'Espagne, Norvège, on ne pourra pas mixer. On souhaitait quand même faire quelque chose. Faire une deuxième année sans rien, c'est pas facile. Il y en a beaucoup de bénévoles qui, heureusement, grâce à eux, la course est là, qui commencent un petit peu à perdre espoir, qui commencent à se décourager, et ça, c'est pas bon. Tous les partenaires qui nous suivent aussi, des saisons blanches, c'est bon pour personne. Après, voilà, c'est ce qu'on espère faire, mais on ne sait pas comment on va être mangé si un confinement arrive. On parle beaucoup du ski de rando, du ski alpinisme en ce moment. Cette crise et toutes les conséquences ont néanmoins un petit impact positif pour votre discipline, si on met de côté toutes les annulations. Tout à fait. Ça permet de montrer que sans les remontées mécaniques, on a quand même un loisir très intéressant. Les gens qui viennent en vacances dans les stations passent de très bons moments, font de la raquette, font du ski de randonnée en initiation, sur des pistes balisées ou pas, et se rendent compte que c'est très sympa de pouvoir profiter d'une belle descente après avoir bien transpiré. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Dans quelques minutes, retrouvez Marine Schneider pour un nouveau numéro de Panorama. Cette semaine, nous nous intéressons aux microbrasseries en Savoie. Ce soir, rencontre avec les créateurs du Birocloque de Chambéry et de la bière La Montagnarde. Juste avant, c'est la météo de Thierry Paul. Mais justement, on se quitte avec quelques images de Val Thorens qui connaît des chutes de neige records avec plus d'1,50 m d'auteur de neige à 2300 mètres d'altitude et plus de 2 mètres à 3200 mètres. Il est tombé, vous allez le voir, plus de 30 cm en une nuit. La station a réalisé ce petit time-lapse. Passez une très belle soirée. À demain.